Chers écrivains, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et bienvenue dans cette nouvelle réunion du club. Je suis comme d'habitude avec Laetitia. Coucou. Laure. Salut. Marie. Hello. Et Léa. Coucou. Alors aujourd'hui, on va parler de comment commencer son roman en beauté, comment accrocher le lecteur dès le début, ce qui n'est pas forcément le cas du début de cet épisode. Mais voilà, on sait que vous êtes là, vous êtes fidèles, vous nous écoutez. Et puis de toute façon, que vous pouvez sauter directement le prologue de cet épisode pour passer au thème s'il n'y a que ça qui vous intéresse. Mais d'ici là, on va parler pendant quelques minutes de ce qu'on a écrit ce mois dernier, de voilà, ce qui s'est passé pour nous niveau écriture ou pas. Et on vous donnera une recommandation qui donne envie d'écrire avant de passer à notre thème du jour sur comment captiver son lecteur dès les premiers mots. Alors allons-y. On est en février 2025. Qu'est-ce qui s'est-il passé pour vous depuis début 2025, mesdames? Laetitia, tu veux te lancer peut-être? Eh ben oui, côté écriture, j'ai passé le mois de janvier à galérer totalement. J'essaie, c'est horrible, en fait, j'essaie de faire un plan. En fait, finalement, je voulais écrire un truc en mode jardinier, mais j'y arrive pas. Donc, je me suis dit que je voulais essayer de faire un plan. Et j'ai fait au moins 3 versions différentes de plans, mais ça ne va toujours pas. Enfin, vraiment, c'est horrible. Je ne sais pas si je réécrirai un jour un roman en entier. On en est à ce stade, quoi. Mais si. Ouais. Moi, je veux le lire, Laetitia, donc t'as intérêt à l'écrire. Mais ça ressemble plus du tout à ce dont on a parlé ensemble en novembre. C'est pas grave, vois, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Ouais. Donc bon, J'ai voilà. foi en toi. Ouais. Donc j'essaie, mais vraiment c'est compliqué. Je sais pas. J'ai du mal à savoir ce que je veux raconter. Voilà, je galère. Je galère de ouf. Mais est-ce que du coup, tu sais quand même dans quel grand genre tu veux l'écrire? Tu sais quand même que c'est de la fantasy ou du réaliste ou du... T'as quand même une idée principale ou même ça, t'en es pas sûr de ton univers Bah, comme tu le sais, ça a un peu changé. Ouais. Mais là, je suis revenue à de la fantasy, ouais, normalement. Ouais, c'est quand même... D'accord, ok, c'est quand même un projet de fantasy. J'aime bien le normalement. Ok. Non, mais c'est pour être... À la page. Voilà. Exactement, je n'aurais pas mieux dit. Ouais, Okay. Bah, je vous en dirai plus si jamais ça avance un jour, mais pour le moment, ça stagne. Ça recule même. Enfin, je crois que c'est pire que stagner, quoi. Voilà. Et vous voulez faire un tour de table sur l'écriture, non? Peut-être avant ou... Ouais, bah si ça peut te rassurer, moi je suis un peu dans le même cas, même si je pense que je suis l'étape juste après toi, parce que j'ai quand même réussi à, je pense, un peu à débloquer. Mais pareil, tout ce que j'avais écrit pendant notre retraite d'écriture en novembre, j'ai quasiment tout jeté à la poubelle. Je suis même revenue sur mon idée de base. En fait, c'est comme si j'avais repris un peu des pièces que j'avais déjà de mon premier bout de premier jet, mais en me disant non, en fait, ces bouts de bois, finalement, ils vont pas faire une table, ils vont faire une lampe. Et donc, ça n'a plus rien à voir. On garde plein d'éléments, mais qui sont complètement reliés de manière différente et qui n'ont... Enfin, c'est plus la même histoire, quoi. Ouais. Et donc, pareil, j'ai dû refaire tout un... Enfin, j'avais pas fait vraiment de plan, mais plus une espèce de synopsis un peu détaillé. Mais là où je suis assez contente, c'est que j'ai l'impression cette fois que ça va dans une direction. Parce que cette histoire était très stagnante, enfin, il se passait pas grand-chose. J'avais plus des tableaux que de l'évolution, quoi. Et là, j'ai l'impression d'avoir un peu réussi à mettre les choses en mouvement, mais sur l'écriture, j'avance très, très, très lentement. Même si j'avance, ce qui est déjà ça. Ouais, le premier jet, c'est toujours un gras, quoi, parce qu'on est obligé de faire bien le taf, parce que sinon, il faut vraiment tout jeter. Donc, il faut vraiment écrire du mieux qu'on peut, le plus sincèrement qu'on peut, et tout en sachant que ça se trouve, le toi de 6 mois plus tard, il va relire, il va regarder une phrase sur les 10 pages que tu as écrites, quoi. Et je trouve que c'est hyper dur de se faire confiance quand même et d'y aller. d'avoir la sincérité et le courage aussi d'y aller sur les premiers jets, quoi. Ouais, exactement. Et toi, Marie, du coup, t'es en pleine réécriture, c'est ça, toujours?
Ouais, bah moi je pense que quand le podcast sortira, j'aurai fini ma V2. Waouh, Donc bravo. en gros, le premier jet que j'ai quand même beaucoup réécrit. Et il me restera juste une scène à réécrire. Et spoiler alert, c'était la scène qu'on avait fait pendant la retraite d'écriture que j'ai rien. En fait, elle marche pas du tout cette scène, donc voilà. C'est un Et échec. après, je me dis franchement, tous ces trucs, que ce soit toi, Christelle, avec ton projet, ou Laetitia avec ton plan, en vrai, tout ça, c'est des portes qu'on ouvre et qu'on referme. Et en fait, c'est aussi un travail. C'est un travail qu'on voit pas, mais c'est un travail qui fait avancer quand même, quoi. Mm. C'est juste un gras, quoi, comme ça. Donc voilà, j'ai terminé ce second jet, enfin cette V2. Après, je voudrais le faire une journée où je vais aller dans Paris parce qu'il y a plein d'endroits du roman que j'ai placés comme ça avec Google Maps, mais j'ai besoin de savoir un peu à quoi il ressemble grosso modo. Et c'est marrant parce que je suis retombée complètement par hasard sur le carnet où j'avais jeté les premières idées de l'histoire il y a 2 ans et demi. Et en fait, j'ai pas du tout écrit le roman que je voulais écrire au début, quoi. Parce qu'en fait, au début, je voulais écrire un roman qui parlait des endroits de Paris que j'aimais bien. Et en fait, à l'époque où j'ai dû placer mon histoire, ces lieux n'existent pas. Donc, mon Ah, héros, c'était pas censé du tout être un enfant, il était censé vivre en coloc de nos jours. Enfin, vraiment, il n'y a rien de commun entre le début et là où j'en suis arrivée, quoi. C'est drôle. Voilà. c'est fou. C'est cool que tu aies gardé le carnet du coup. Ouais, c'est marrant parce que j'avais oublié complètement plein de trucs, que j'ai fait tout ce travail de. Et je pense que comme je voulais pas avancer en mode scolaire avec Truby, j'ai vraiment passé des heures à réfléchir à des trucs. Et du coup, je pense qu'il y a des trucs complètement bancals sur la version finale, mais je me dis, bon, c'est pas grave. Un roman, ça n'a pas vocation à être parfait non plus. Donc, il y a des trucs, je Non. sais que je pourrais pas les. Enfin, je sais, il y a des trucs qui ne marchent pas trop, quoi. Mais bon, il y a un moment. Bravo Marie. Ouais. Franchement, déjà arrivé au bout de ta V2, Une maîtresse. Ouais, déjà, ce sera un gros 4 c'est points. déjà énorme. Ouais. Et du coup, côté salon dédicace, Laure, toi, tu étais à Angoulême, alors pas en tant qu'autrice, mais pour le boulot. Ouais. Tu peux parler un peu des coulisses de ce salon qui est très connu. Ouais, pour le boulot, on était, ça fait je crois que c'est la 5e, la 4e année qu'on y va maintenant. Donc avec ma maison d'édition, on fait un petit peu de BD engagée. En fait, on n'est pas du tout un éditeur de BD principalement, mais on s'est lancé sur la BD il y a quelques années puisque c'est un format qui permet de vulgariser. Puis je pense qu'en interne aussi, on est pas mal d'amatrices. Donc c'est vrai aussi que c'est une collection qui nous fait vibrer un peu chacune en interne. Et du coup, on était dans la bulle du Nouveau Monde. Donc je sais pas si parmi les auditeurs ou vous êtes déjà allé à Angoulême, il y a plusieurs endroits en gros dans la ville qui sont un peu classés par grande thématique. Et il y a un peu un endroit avec les éditeurs, les mastodontes, quoi, les Delcourt d'Argo, etc. Et puis, il y a un endroit pour le manga, il y a un endroit, voilà, cette bulle du Nouveau Monde avec des éditeurs un petit peu plus petits, entre guillemets, mais le truc est immense. Hein. Enfin, Angoulême, c'est un peu c'est le rendez-vous en France pour la BD. Et c'était vraiment très chouette. Moi, j'étais du mercredi au vendredi, donc j'ai fait le montage du stand. Donc c'est juste la logistique d'avoir le libraire qui arrive avec tous ses cartons et on installe tout et on met tout bien pour que ce soit joli, cohérent, qu'il y ait bien les livres sur table et tout. Et le jeudi et vendredi, c'est des journées qui sont un peu plus calmes en termes d'affluence, parce que c'est plus les scolaires ou les pros. Évidemment, il y a des gens qui viennent, voilà, mais c'est quand même le samedi et le dimanche qui sont les grosses journées. Et voilà, c'était très cool. Évidemment, on est un milieu qui s'auto-nourrit, c'est-à-dire qu'on va tous acheter des BD sur le stand et on voit beaucoup de gens avec un badge venir nous acheter des BD aussi. Donc ça me fait toujours un peu sourire, les salons aussi, surtout sur ces journées un peu pro. Je me dis, ouais, en fait, heureusement que déjà à l'intérieur du cercle de l'édition, on s'entrachète des livres parce que. Mais ouais. Et je crois que nos auteurs étaient contents, donc c'était chouette aussi. Voilà. Trop bien. Et toi, Laetitia, tu as eu un salon à Saint-Raphaël tout récemment. Exactement, un endroit que tu dois probablement toi connaître plus ou moins. Enfin, c'est plus proche. Ouais, c'est par chez Voilà, des lieux même de tes romans et tout. J'ai grave pensé à ça d'ailleurs. Je me disais, ah, mais c'est l'Estérel, c'est pas un peu. Mais en fait, non, on m'a dit que non. On m'a dit que c'était plus loin. Que toi, Ah oui, c'est alors, vraiment du derrière. coup, les fantômes, c'est la vallée de la Vésubie qui est plus vers l'Italie. Mais par contre, mon premier roman, Dernier jour d'un monde oublié, les paysages sont très inspirés de l'Estérel.
Ah, je savais bien qu'il y avait un truc avec l'Estérel quand même. Je le savais. Mais voilà. Donc, ouais, Saint-Raphaël, écoutez, du coup, je suis bien fatiguée parce qu'on enregistre l'épisode vraiment le lendemain de. Enfin, c'était hier, quoi, que j'y étais encore. Mais sinon, c'était génial. C'était un salon généraliste, mais malgré tout, j'ai eu ouais, une vingtaine de lecteurs de fantasy qui sont venus me voir, soit pour qui découvraient. Euh, soit majoritairement voilà, des gens qui avaient des fois déjà lu mes autres romans, et même un auditeur du podcast que je salue, Arnaud. Big up à lui. Voilà. Ouais. Donc non, c'était trop chouette de pouvoir discuter d'imaginaire, de fantaisie, de nos coups de cœur et d'écriture aussi avec des lecteurs. Donc très chouette salon. Et tu en as un autre bientôt qui arrive. Oui, alors le prochain, ce sera à Savigny-sur-Orge, le 8 mars. Et donc, pour ceux qui ne connaissaient pas comme moi, c'est du côté de Sénart ou de l'aéroport d'Orly. Donc, c'est en Île-de-France. Voilà, le 8 mars. Top. Et ben moi, j'étais à la librairie Dialogue à Brest au mois de janvier, fin janvier. Et c'était super chouette. J'ai découvert cette librairie qui est l'une des grandes librairies indépendantes de France, un peu comme Mola à Bordeaux, Le Fayère à Rennes, etc. Et merci, voilà, toutes les libraires sont toujours trop cool quand ils nous accueillent en librairie, ça c'est vraiment chouette. Et puis les lecteurs aussi, c'est toujours cool de les rencontrer. Pareil, quand il y a des auditeurs qui viennent pour me voir, ça me fait toujours super plaisir. Et moi, mon prochain déplacement en dédicace, ce sera le 28 février au soir, c'est un vendredi, je serai à la librairie De Citre de Lyon-Confluence. Et on sera plusieurs autrices, je crois. Ce sera un peu une soirée autour de la fantaisie, romance, romantaisie. Il y aura aussi normalement Anna Trice et je ne sais pas pour l'autre autrice qui sera là. Donc ça va être chouette. Donc voilà, 28 février à Lyon. Et puis après, sinon, je serai le 14, 15, 16 mars à Bruxelles pour la foire du livre. Moi aussi, peut-être. C'est vrai, tu seras ? En tout cas, ma maison. Je sais pas encore. Ouais. Et moi, c'est la première fois que je vais à la foire du livre de Bruxelles. Je sais pas si tu y as déjà été. Non, jamais en fait. Je me suis jamais déplacée. Mais là, c'est la première fois qu'on a un stand à nous. On était invités chez un libraire avant et ça s'est pas fait cette année, donc on a un stand Ok. la première fois. Donc voilà, on va voir nos amis belges. Ouais, c'est bien. C'est un peu le salon. Enfin, c'est un des premiers en fait, des premiers gros. Ça ouvre un peu la saison. Ah, tu veux dire chronologiquement dans l'année ? Ouais. Ok. Et je me rends pas compte, c'est un salon un peu international ou pas forcément ? Je crois pas forcément. Mais Non, c'est pas comme Francfort ou des trucs comme ouais, ça. non, C'est non. francophone, ouais, je pense. C'est ouais. Mais c'est vrai que c'est le premier truc et du coup c'est en gros un mois avant Livre Paris, donc j'ai l'impression que c'est un peu un petite répétition générale. Non, il faudrait surtout pas dire ça, c'est hyper important. Bruxelles, juste Bruxelles. En tant que tel. Tu vas vexer nos amis belges. Ouais, là. non, c'est vraiment non, ne m'écoutez pas, je suis fatiguée. Je dis des bêtises. D'ailleurs, je serai aussi normalement à Livre Paris le samedi après-midi. J'ai pas encore plus de détails que ça, mais je vous redirai. Très bien, on passe à la recommandation qui donne envie d'écrire. Et alors aujourd'hui, on en a une payante. D'habitude, on essaie toujours de vous conseiller un contenu gratuit. Mais du coup, on a aussi trouvé un contenu gratuit à vous conseiller en plus. Parce que voilà, des fois, on a juste envie aussi de payer pour avoir accès à un autre contenu ou pas. Donc, on peut commencer par le contenu gratuit. Marie, c'est toi qui vas nous en parler. Oui, alors je vais vous parler d'une chaîne YouTube qui est également un site, mais que j'ai découvert sur YouTube par le gré de l'algorithme, qui s'appelle Les Artisans de la Fiction. C'est une chaîne qui existe depuis plusieurs années et en fait qui interviewe des auteurs d'horizons très très différents. Il y a, par exemple, j'avais regardé les interviews de Camille Monceau, Marc Lévy, Carole Martinez, Nicolas Mathieu, Bernard Minier, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est des interviews fleuves, donc assez longues. Souvent, c'est 10-15 minutes et c'est des interviews qui vont vraiment sur la technique du travail de l'auteur. Et moi, j'adore en fait écouter comment les auteurs voient leurs histoires, comment ils fonctionnent, etc. Et quand c'est en plus des romans qu'on a lus par ailleurs, c'est d'autant plus intéressant. Donc voilà, je vous conseille. Les artisans de la fiction sur YouTube.
et un contenu du coup pour le coup qui est payant. C'est Laetitia qui va nous en parler. Oui, en fait, c'est juste que comme nous faisons l'épisode sur comment écrire un bon premier chapitre, je voulais vous dire que c'était le sujet d'une masterclass que j'ai faite pour l'école Les Mots Raturés Academy, qui est l'école de Margot de Seine que vous connaissez peut-être. Alors honnêtement, je ne sais plus trop combien ça coûte, je n'ai pas été vérifiée, mais je crois que c'est très abordable. En tout cas, c'est une masterclass voilà, vraiment guidée sur comment écrire un bon premier chapitre. Donc ça pourra, si jamais l'épisode vous intéresse, ça fera un bon complément. Et ça se présente comment? C'est toi qui donnes vraiment du contenu ou est-ce que il y avait des exercices Ouais, en fait, alors ce sera en replay parce que moi je l'avais fait en direct, mais du coup c'est le replay. Et il y a des exercices, ouais, effectivement. On fait, il y a un peu de théorie, un peu comme on fait là, quoi. Et ensuite, prenez un crayon, on fait le premier exercice, tu vois. Voilà. Ok, trop bien. Donc c'est sur l'académie Les Mots Raturés. Et le titre de la masterclass, c'est comment écrire un bon premier chapitre, quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça. Voilà. Si elle a joigné, il n'y en aura pas 36. C'est écrire un premier chapitre percutant avec Laetitia Lajoigny, cours d'1h30. Trop bien. Voilà, Bah je voilà. l'ai retrouvé. Et tu as le prix sous les yeux? Comment? Tu as le prix sous les yeux? Alors, j'ai du mal à trouver le prix du cours à l'unité, mais il fait partie d'un bundle qui s'appelle Captiver et émouvoir ses lecteurs, qui est à 39,99 €. Je pense qu'il y a ce cours plus d'autres dedans, voilà. Oui, donc plusieurs masterclass de 1h30, on va Ouais, dire, c'est ça. pour 40 €, ça reste effectivement abordable. Ouais. Et donc, c'est le moment de passer à notre thème du jour, comment on captive son lecteur dès les premiers mots. Je pense qu'on sait tous et toutes que les premiers mots sont importants, mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que ce premier chapitre est si important? Et voilà, c'est la question que je vous pose pour commencer, parce qu'il y a à la fois le lecteur qu'on essaye d'accrocher, de faire rentrer dans le roman, mais peut-être aussi un éditeur qu'on essaye de séduire. Donc, allez-y. Commençons par pourquoi finalement c'est vraiment important le premier chapitre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi demander au lecteur de s'accrocher un petit peu et de nous faire confiance, ça va commencer plus tard. Le lecteur, cette feignasse, non, je rigole. Un peu. Accroche-toi un peu. En vrai, je me demande si c'est pas très contemporain déjà, parce que si tu regardes des livres plus anciens, je pense pas qu'il y avait cet impératif d'accrocher le lecteur dès le début. Ouais. Il y avait même Ouais. il y avait même toujours, quand on pense au tout premier roman écrit, alors là, je remonte à il y a très, très longtemps, hein, les romans du XVIIe, XVIIIe siècle. Il y a même ce truc de, souvent, vous savez, c'est quelqu'un qui raconte qu'on lui a raconté, et il y a toujours ce premier chapitre un peu confondant où il faut donner une justification un peu à pourquoi on écrit cette histoire, pourquoi c'est important de la raconter, et c'est très chiant souvent. Et souvent, le premier chapitre, c'est ça. Je me rappelle des cours sur le roman et l'histoire du roman. En fait, autrefois, le roman, c'était un genre qui n'était pas noble du tout et il fallait justifier le pourquoi on racontait cette histoire, ce qui donnait lieu à des premiers chapitres un peu aberrants de eh bien, c'est un tel qui a vécu ça et moi, on m'a écrit un courrier qui racontait cette histoire et donc je vais vous la raconter maintenant. Et t'es là, abrège, en fait, on s'en fout. Aujourd'hui, on dirait une fois que un peu une... C'est un peu comme impossible. une préface. Vas-y, Marie. Ouais. Non, c'est un peu comme une préface / argumentaire de vente. Je pense que c'est bon. Disclaimer, ce n'est pas moi qui ai vécu ce truc. Enfin bref. Je sais pas à quelle époque tu fais référence, mais est-ce que c'était une époque où on lisait encore beaucoup à voix haute et où il fallait qu'il y ait un conteur qui installe le récit? Alors non, je ne pense pas que c'est ça. Je pense vraiment que le roman, c'est un genre qui est ignoble par rapport à des genres qui étaient considérés comme beaucoup plus nobles, comme la tragédie, tout ce qui est théâtre, par exemple, ou tout ce qui allait être récit beaucoup plus, récit de guerre, récit sur la vie des rois, récit sur, vous savez, un peu comme la différence entre la peinture d'histoire, qui était la peinture qui représentait des thèmes religieux, mythologiques ou historiques, et la peinture de nature morte, qui était considérée comme quelque chose de beaucoup plus ignoble, quoi, pas noble, et du coup on représentait sur des tableaux beaucoup plus petits. Et le temps que le roman
fasse son chemin en tant que tel, en tant que genre digne, où on va vous raconter en prose la vie de personnages qui n'existent pas. En fait, il y a eu un long chemin dans la littérature. C'est pas évident du tout, quoi. Même au-delà de ça, je pense à des romans plus récents du XXe siècle où les débuts n'étaient pas forcément aussi percutants, aussi accrocheurs que ce qu'on peut avoir maintenant, parce que peut-être aussi il y avait moins de production, peut-être moins de lecteurs, et qu'on avait plus de temps pour lire. Pareil, il y avait peut-être moins de concurrence avec d'autres sources de distraction. D'autres médias, ouais. Et peut-être que c'était aussi des romans qui voulaient plus mettre une ambiance, pas forcément accrocher le lecteur, mais le laisser tranquillement descendre dans l'histoire. Ouais, connaître les personnages, Ouais. se mêler un peu dans le... Je suis en train de relire Le Guépard de Lampedusa en ce moment, et le début est très long. J'adore ce roman et vraiment, bon, alors on peut pas dire que le début est pas travaillé pour harponner le lecteur, mais c'est quand même très descriptif, ça prend son temps, quoi. Et ça marche aussi. Ouais, je pense que c'est encore possible aujourd'hui de faire ça, que ça demande une grande maîtrise et malgré tout d'installer certaines choses dès le début, même si c'est très latent. Oui. Ou peut-être d'être tout simplement très connu. C'est bête, mais si tu fais confiance déjà à un auteur, peu importe s'il t'accroche pas dès les premiers mots, tu peux peut-être attendre plusieurs chapitres. Oui, et puis je pense que ça dépend de l'horizon d'attente du lecteur aussi. S'il ouvre un polar, il va pas avoir le même horizon d'attente que s'il ouvre un livre de littérature blanche où il va plus facilement accepter un premier chapitre qui va bosser la langue plus que son envie de tourner les pages, quoi. J'imagine. Ouais. Alors tout ceci étant dit, admettons que, parce que c'est important je trouve de dire que c'est pas obligé d'avoir forcément la première phrase ultra percutante, il y a plusieurs manières de commencer un roman. Mais en attendant, si on veut ce premier chapitre, que c'est ça qu'on veut tout de suite séduire un éditeur ou accrocher un lecteur, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça en fait et qu'est-ce qu'on doit à peu près mettre dedans? Marie, tu veux peut-être commencer? Ouais, moi j'y réfléchissais et je me disais que, en fait, comme on les conçoit aujourd'hui avec les exigences éditoriales et tout, en fait, un premier chapitre, c'est un peu comme un épisode pilote de série, dans le sens où il faut quand même, il faut dire au lecteur dans quoi il va mettre les pieds, il faut lui donner une bonne idée de l'atmosphère du roman, etc. Mais il faut pas tout dire pour lui donner envie d'aller à l'épisode d'après, quoi, au chapitre d'après. Et du coup, c'est tout un travail de gestion de l'information, de réussir à quand même installer quelque chose tout en accrochant un peu l'attention aussi. Je me disais que ça ressemblait un petit peu. Ouais, c'est une bonne image. Et il y a aussi un côté très logistique et éditorial, Laure, en fait, dont tu peux parler, auquel j'avais pas pensé, mais que je trouve très intéressant. Ouais, c'est Laetitia qui en parlait sur la préparation, je crois. Je voudrais pas parler à sa place. Oui, moi j'avais juste noté qu'effectivement c'est vraiment une vitrine, le premier chapitre éditorialement parlant, mais je pense que tu vas pouvoir confirmer. Mais moi, évidemment, je pense à mon cas personnel, au concours La Martinière, où j'ai gagné le concours sur les 3 premiers chapitres en l'occurrence, mais il y a aussi le concours Rajo, où ils font gagner ils sélectionnent des gens pour aller plus loin sur seulement, il me semble que c'est même un seul chapitre. Léa, tu y avais participé? Oui, c'était un chapitre. Un seul chapitre, donc vous vous rendez compte, je trouve ça, c'est dingue, quoi. C'est ça. Et encore récemment, j'avais une éditrice qui me disait qu'elle trie 90% des manuscrits qu'elle reçoit juste sur la première page. Moi, personnellement, je serais incapable de faire ça. Mais c'est pour vous dire à quel point les éditeurs, ils arrivent à avoir une idée déjà très, 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 très vite, quoi. Je ne sais pas si Laure, tu voulais compléter un peu sur ce point. Mais... Ouais, après, il y avait aussi ce que tu disais sur le fait que c'est ce qui donne, une fois que c'est... une fois que t'es publié aussi, c'est ce qui va donner, c'est potentiellement disponible auprès des lecteurs et c'est ce qui donne aussi envie aux lecteurs d'acheter. Et ça, c'était un truc, genre, si votre livre, il est publié et qu'il est publié aussi en e-book, de toute façon, il y a 10% de votre livre qui devient un échantillon. Et en gros, donc c'est pas que le premier chapitre, ça peut être un peu plus, mais globalement, c'est le début. Et c'est vrai que c'est ce qui va aussi générer l'acte d'achat derrière ou pas. C'est ça. En librairie, même en salon. Là, je reviens d'un salon, les gens, ils lisent parfois le début. C'est hyper important, le début, quoi. Je pense qu'il n'y a pas trop de... On est tous d'accord là-dessus, quoi. Ouais.
Après, ouais, tu peux acheter un bouquin sur une 4e, je pense. Tu peux, enfin, en tant que lecteur, je pense que, enfin, ça nous est arrivé d'aller en librairie et d'acheter juste parce que, enfin, moi, ça m'est arrivé d'acheter juste parce que la couverture était belle. Je vous regarde, Monsieur Toussaint l'ouverture là, avec une couverture avec les fabs incroyables, ou sur une 4e. Mais c'est vrai qu'après, le fait de se mettre vraiment à lire, si tu passes, enfin, c'est l'étape du premier chapitre, elle est vraiment décisive. Ouais. Ouais, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé d'acheter un livre en lisant la 4e de couverture en me disant waouh, ça va être super, ça parle de. Enfin, vraiment, ça me séduisait. J'ai Ouais. ouvert, j'ai lu les 2 premières pages, j'ai fait mais pourquoi j'ai acheté ce bouquin? J'aurais dû lire les 2 premières pages, je me serais rendu compte que j'aime pas du tout le style de l'auteur et que je vais clairement pas lire la suite. Pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Voilà. Ouais, bah ça c'est bon. Ça, après c'est plus le côté éditorial, mais c'est toutes les promesses qu'on peut faire en 4e de Ouais. coup, même avec une couverture et tout, installer tout un univers commercialement, on va dire, et qui en fait n'est pas trop en rapport avec l'intérieur du roman. Ouais. Bah là, par exemple, mon livre donc, du thé pour les fantômes vient de sortir en Turquie. Et je vois qu'en fait, la promo qu'ils font autour, ça me fait un peu peur parce que je pense que c'est pas du tout orienté vers le public. Bah, je vois les réels qui postent, que ce soit sur Instagram ou même sur TikTok. C'est très centré sur quelques chapitres au milieu du livre où mon héroïne va dans un lycée où elle apprend à faire le thé et ils promeuvent que ça en mode école de magie, en mode musique, oui, ouais. et tout. Ah oui. C'est pas. Ouais. on n'est pas là-dessus, quoi. Donc là, clairement, oui, je pense qu'il vaut mieux lire les premières pages pour pas être complètement déçu. Donc on peut avoir l'écueil de premiers chapitres qui sont peut-être pas assez travaillés ou pas assez accrocheurs. On a un autre écueil à l'inverse, je trouve parfois. C'est des premiers chapitres. Moi, j'en vois beaucoup dans les manuscrits que je lis pour mon asso Heptalone. C'est des premiers chapitres ultra travaillés, presque trop travaillés. On sent que l'auteur il a passé 50% de son temps d'écriture sur ce premier chapitre. Et ensuite, il a un peu pas lâché l'affaire, mais genre c'est bon, mon premier chapitre est bien, maintenant je peux me lâcher, quoi. Et du coup, ça crée des gros décalages. Je sais pas si vous avez déjà vu ça ou. Si, moi je me souviens quand je lisais des manuscrits, c'est terrible l'ascenseur émotionnel que ça fait parce que tu es en mode ah, j'ai trouvé la pépite et tout du service des manuscrits. Et en fait, plus tu avances dans les pages, plus ça se dégringole lentement et c'est Mais très c'est quoi? frustrant. C'est le style qui se dégrade? Ça devient nul Mais il y a en un termes d'intrigue? souffle. Enfin, c'est quoi? Des fois, C'est tout? c'est pas forcément une histoire de style, mais des fois, c'est juste une question de tension narrative ou Ouais. le début. Mais je pense qu'il y a des auteurs qui sont très très bons pour faire les débuts et un peu moins pour la suite, et d'autres qui sont très doués pour les milieux, les fins, etc. Et moi, souvent, ouais, les premiers chapitres sont hyper efficaces, après, ça se délaie ou c'est moins travaillé, tout simplement. Et ouais, ça m'est déjà arrivé, moi. Même des fois, des auteurs qui ont eu l'impression de très bien travailler leur premier chapitre, ça peut arriver, où on a du coup un style très sophistiqué, voire trop. Ouais. Et du coup, on se dit, ouf, c'est ultra lourd. Et en fait, sur la suite, ça devient un peu plus relâché, mais du coup, un peu plus digeste aussi. En fait, juste arriver à créer une cohérence, quoi. Mais ça, on va en reparler aussi, peut-être de retravailler son début en fonction du reste pour créer une harmonie. Laure, tu as lu aussi La femme de ménage récemment? Ouais, le conseil de écrire chaque chapitre comme si c'était le premier, ça me faisait carrément penser à ce bouquin que j'ai lu. Donc c'est le phénomène de l'année 2024, des ventes de fou. Bah, je l'ai même là. Voilà. Et j'avais envie de savoir, peut-être de faire partie du phénomène. Et franchement, je l'ai dévoré. Enfin, c'est ultra efficace. Ah ouais. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'est hyper efficace. Et pour le coup, c'était vraiment complètement là-dedans, quoi. Enfin, chaque chapitre se termine par un cliffhanger, t'as une tension de fou, tu peux pas le lâcher. Enfin, c'est le truc. Alors, voilà, mais après, c'est parce que c'est aussi un thriller. Donc ça se veut aussi pour être que tu sois toujours en tension. Tu sais que ça va vriller. Tu sais pas exactement ce qui va vriller, mais tu sens que ça va partir à tout moment. Ça peut partir. Il y a des moments, enfin il y a des trucs chelous, ça se construit et tout. Mais c'est le style vraiment du roman qui veut ça. Je pense pas du tout qu'on doive forcément être toujours dans une tension dans tous les chapitres, absolument. Oui, c'est ça. Et moi, je pense que c'est un peu le piège aussi avec le truc qu'on entend beaucoup de faites une première phrase, limite une punchline et tout, c'est que en fait, il faut que ça aille avec le style du roman. Ouais. Parce que si c'est juste faire une grosse punchline alors que le roman il est très lent, très contemplatif et tout, bah, c'est une promesse qui n'est pas tenue non plus. Ou alors, il faut que ça ait du sens, ouais, dans la narration. Ouais. Quoi.
Ça a brisé un truc. Ouais. Parce que c'est l'auteur James Patterson qui donnait ce conseil, écrivez chaque chapitre comme si c'était le premier. On a aussi parfois le conseil d'écrire chaque chapitre comme une espèce de mini-nouvelle avec vraiment un début, un milieu, une fin. Ouais, je ne sais pas si c'est applicable tout le temps, mais en tout cas, c'était pour se rappeler qu'il n'y a pas que le premier chapitre qui compte, même si c'est clairement important. Et c'est un super bon conseil, je trouve. Parce que commencer le premier chapitre, c'est compliqué, mais alors commencer chaque chapitre, c'est compliqué en fait. C'est le même travail de... Alors comment je vais réussir à trouver l'angle et tout, c'est... Ouais, d'ailleurs, on avait fait un épisode spécial sur les chapitres, le chapitrage, le découpage et le rythme, si vous voulez aller y jeter une oreille. Mais ça, c'est vrai que en écrivant le truc sur la femme de ménage, en plus, ça me refaisait penser au roman de Laetitia où c'était comme ça aussi. Genre, à chaque fin de chapitre, c'était mais c'est pas possible, il faut que je lise la suite. Ouais, elle est douée pour ça, Laetitia. C'est super faire des fort petits pour ça, cliffhangers, là. Ce Ou des truc petites de- punchlines en fin de chapitre. Ça, c'est parce que j'écris pour les ados, il faut pas qu'ils aillent regarder Netflix. Mais en fait, c'est ça. Genre, toi, t'annonces le prochain épisode, tu vois. Genre, à l'intérieur. Mais c'est vraiment. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, on va vous donner aussi des premières phrases de romans qui nous ont parlé, revenir un petit peu dessus pour faire un peu de l'étude de cas. Et moi, j'ai choisi 2 premières phrases ou premiers paragraphes, on va dire, de romans jeunesse, parce que particulièrement quand on a affaire à un public jeune, c'est super important, je trouve, pour le coup, qu'ils ne partent pas. Ils ont une attention peut-être qui est un peu moindre. Voilà, un enfant, si tu l'accroches pas tout de suite, il va aller voir ailleurs, quoi. Alors maintenant, allons dans la technique de comment est-ce qu'on écrit le début. Est-ce que vous préférez écrire tout le roman avant de revenir sur le début et du coup de le retravailler par rapport à tout le reste, ou est-ce que vous préférez peaufiner dès le départ les premières pages au max pour poser une base et bien démarrer? Marie? Moi, je suis clairement de la deuxième team. Je passe beaucoup de temps sur mes premières phrases et mes premières pages parce que j'ai besoin d'avoir vraiment un socle de départ où je puisse revenir si jamais je m'essouffle ou que j'ai perdu un peu le ton ou la vibe que je voulais. Mais à l'inverse, je m'empêche pas de tout supprimer et de recommencer si ça me plaît pas en relecture parce que c'est ce qui m'est arrivé sur ma V2 en fait. Donc ouais, j'essaie de vraiment avoir vraiment ce socle de départ. Je suis un peu pareil, ça me fait comme une espèce d'échantillon de ce que je veux garder dans tout le roman, comme si c'était ma couleur référence, et pour pas trop m'en éloigner petit à petit, je le reprends. Mais pareil, après, pareil, on en reparlera peut-être tout à l'heure de nous, nos débuts, comment on a pu les changer dans les romans qu'on a écrits. Mais oui, pareil, je peux revenir complètement dessus et le changer, mais en tout cas, ouais, en termes d'atmosphère, de langue, de rythme et tout, je suis d'accord d'avoir... Alors, est-ce que c'est le début ou un autre chapitre, au moins une scène que j'ai en tête et qui pose vraiment certaines bases du récit, ça peut être aussi ça. Mais je suis assez d'accord. Et toi, Laetitia? Bah oui et non. Moi, sur le coup, quand vous avez posé la question, j'avais l'impression que plutôt non. Enfin, genre, j'écris, enfin, tu vois, je me lance dans l'histoire et j'essaie d'avancer et tout. Et en même temps, c'est un peu ce qui me bloque dans mon projet actuel. Enfin, justement, le fait que j'arrive pas à trouver exactement comment je veux raconter, qu'est-ce que je veux raconter et tout. Donc, peut-être que ça dépend un peu des projets. C'est possible. Ouais. Parce que tu parlais aussi du fait de pas trop passer de temps sur ce premier chapitre pour éviter de rester bloqué des mois sur juste un début. Oui, voilà, ça c'est exactement. Ça c'est l'écueil principal pour moi avec ce truc de premier chapitre, quoi. C'est que faut aussi à un moment lâcher et écrire la suite et tu y reviendras plus tard, quoi, parce que si tu restes, tu peux rester bloqué très longtemps sinon sur le premier chapitre. Si tu veux qu'il soit parfait. En fait, moi je trouve que le premier chapitre, le risque, c'est que ça devient un gigantesque darling en fait. Que tu passes tellement de temps dessus que quand tu repasses à la relecture, tu es en mode. Tu peux plus rien accepter. En fait, non, j'ai trop donné sur ce chapitre, j'ai pas la force de recommencer. Ouais. Oui, juste pour clarifier, un darling, c'est donc par rapport au fameux conseil kill your darlings, donc ne pas hésiter à jeter les choses qu'on a pourtant adoré écrire, sur lesquelles on a passé du temps, si elles sont plus cohérentes ou pertinentes avec le reste. Et ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, pour mon tout premier roman, avant de finir un premier roman, j'ai passé des années à réécrire les 30-40 premières pages d'un projet qui n'a finalement jamais vu le jour en tant que tel.
Et ouais, parce que justement, j'avais l'impression que si ce début n'était pas parfait, alors je pourrais pas avancer, mais c'était une illusion et c'était une forme de... Je sais pas si c'était de la procrastination, mais en tout cas de manque de confiance. J'avais l'impression de bosser, de travailler, alors qu'en fait, je faisais que repousser l'écriture de la suite. Ouais. Et ça, je pense qu'on est nombreux en début de parcours d'écriture à tomber dans ce piège. Ouais. Et toi, Laure? Ouais, moi, tout ce que j'ai écrit, ça n'a rien à voir en termes de longueur, donc je sais pas à quel point vraiment c'est comparable, mais globalement, ouais, sur les débuts, je pense que je l'écris assez bien, enfin, j'y mets de l'énergie, je le laisse tel quel pendant longtemps, c'est le truc auquel je me réfère, comme vous avez dit aussi, pour me replonger. Bon, après, je sais qu'il faut pas le faire, mais c'est aussi quand même le truc que je relis un peu au début pour me remettre, ou en tout cas le début pour me remettre dans l'ambiance. Et je le modifie à la marge à la fin si ça colle plus à là où finalement à là où je suis allée, voilà. Mais c'est beaucoup plus, encore une fois, c'est des trucs qui sont beaucoup plus courts, donc c'est un peu peut-être un peu différent quand même. Ouais, tu l'as peut-être plus en tête tout au long du projet vu qu'il dure moins longtemps. Ouais, c'est ça. Et Léa? Moi, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de regarder des trucs que j'avais écrits pour essayer de voir. Ce qui est sûr, c'est que je fais super attention toujours à la première phrase, mais ça, je pense que n'importe quelle personne qui écrit fait toujours attention à la première phrase de son projet. Et après, moi, ce que j'essaye vraiment de faire, c'est que l'enjeu du projet d'écriture soit dans le premier chapitre, d'une manière ou d'une autre. Il faut que... Enfin, pour moi, c'est pas réussi. C'est un peu bizarre, hein, mais après, c'est pas forcément quelque chose que je vais plaquer sur les autres. Mais pour moi, à mes propres yeux, c'est pas réussi si l'enjeu du projet n'est pas dans le premier chapitre sous un certain aspect. Donc, je fais hyper attention à ça. Ouais. Et si je me rends compte à la fin qu'il n'y a pas ce truc-là d'enjeu, je vais aller essayer de le remettre ou je vais réécrire pour faire une version différente et le mettre. Voilà. Léa, ça c'est parce que ça c'est parce que t'es brainwatchée à Cécile Duquesne, non? Non. Là, non. Non. Enfin, je ne vois pas de quoi tu parles. Je n'ai pas écouté beaucoup de ces masterclass. Non, vraiment pas. Non, c'est plutôt un truc, en fait... Alors oui, probablement, Cécile Duquesne en parle dans ses masterclass, mais alors je suis d'accord avec elle, en fait, parce que moi-même, c'est un truc que je vais... Quand je lis, et quand je lis des projets, ou quand de mon côté éditrice, en fait, c'est un truc que je vais rechercher, parce que je me dis, ah oui, si là, l'enjeu dans ce premier chapitre, une fois que j'arrive à la fin du manuscrit, si je me dis, ah oui, ce premier chapitre, il était vraiment bien, parce que du coup, il y a l'enjeu du truc et les attentes du lecteur ne seront pas déçues quand il arrivera à la fin, parce qu'il y avait déjà ce truc-là au début et que du coup, c'est hyper satisfaisant, bah, c'est trop bien en fait. Si tu lis un premier chapitre, que tu as des enjeux dedans et qu'à la fin de l'histoire, on n'a pas du tout répondu à ce truc-là, c'est quand même gênant pour moi. Enfin, je sais pas, c'est un peu un truc de promesse, tu vois, on te tend la main dans le premier chapitre et si à la fin, il n'y a pas ça, si à la fin on te mange la main et tu es insatisfait, c'est terrible, quoi. Voilà. Du coup, je fais attention à ça moi-même. Je ne veux pas induire en erreur mes lecteurs ou que ce soit insatisfaisant à la fin. Cela dit, que l'image que tu prends me fait trop penser à une scène de Squid Game saison 2. Je sais pas si tout le monde ici l'a vu. Non, moi j'ai pas vu Squid Game. Mais vas-y, spoil. Je vous spoil? Vas-y. Attention, les auditeurs, nous spoilons Squid Game. Gros spoiler de la saison 2. Non, c'est un truc à un moment où il y a un espèce de... Bref, il faut rentrer dans des salles par groupe de 4. Sinon, si t'es pas rentré dans une salle, tu te fais tuer. Et il y a un groupe de 4, non, par groupe de 3. Et à la base, c'est un groupe de 4. Et donc, il faut en laisser un dehors. Oh non. Et il y en a 2 qui disent aux 2 autres, 2 espèces de bullies qui disent aux 2 autres, faites un pierre-feuille-ciseaux et on prend le gagnant. Et il y a une fille et un garçon. La fille, elle dit au gars, non, viens, on s'en fout, viens, on laisse ces 2 tocards. Nous-mêmes, on va chercher une 3e personne. Elle lui tend la main. Et le gars, il fait des ciseaux. Oh non, le bâtard. Genre la main qui tend, c'est bien. La feuille... Ouais, non, franchement, j'étais genre... C'est trop bien fait, c'est horrible. J'avoue, c'est trop une bonne idée. C'est trop malin. Donc la main que tu tends et qu'on finit par te manger, ça m'a fait penser. Ouais. Alors on a parlé du fait d'installer un certain ton, une certaine tonalité, une atmosphère dès les premières lignes, les premières pages, pour effectivement faire une promesse sur ce qu'on va trouver tout au long de ce roman. Comment est-ce qu'on trouve ce ton-là? Alors, voilà, qu'on le trouve dès le début ou qu'on l'a juste au fur et à mesure. Comment est-ce qu'on fait pour que la promesse, justement, soit à la hauteur du reste?
Marie? Alors moi, ce que je fais, mais je pense que vous faites aussi, hein, je suis pas la seule à faire ça. En gros, j'ai un document que j'ai appelé sobrement la Bible des styles, et en fait, je mets plein d'extraits de romans. Soit que c'est pas forcément des styles que je veux imiter, mais c'est des passages je sais pas, qui me parlent ou qui me plaisent, ou etc. Et je fais une sorte d'énorme agglomérat de tous ces styles-là. Et il y en a, et je sais que pour mon projet en cours, il y en a certains où j'étais en mode, ah, j'aime bien cette petite vibe-là, etc. Et je les ai gardés. En gros, j'ai fait tout un truc de mots-clés pour retrouver en fonction de c'est une description, c'est un twist, c'est un effet de style, machin. Et je les relis, alors pas pour les copier, mais juste pour un peu pour les assimiler, en fait, un peu Ouais. comme une musique, en fait. Et ça m'a beaucoup servi pour mon roman en cours, en fait. J'essaie de le garder en fil rouge. Donc ça, je m'en sers pas mal. Et aussi, je me sers de Pinterest, hein. J'ai une sorte de tableau secret où je mets toutes les... que ce soit des personnages, des ambiances, des pubs de l'époque, etc. Tout ce qui peut me Ah faire ouais. penser à cette... en gros, ça se passe pendant la Belle Époque. Donc, histoire de... Quand j'ai besoin d'écrire quelque chose, quand j'ai besoin d'écrire une tenue, une pièce, etc., je retourne là-bas. Ok. Les filles, vous avez des choses à ajouter là-dessus? Que Marie est trop organisée, c'est incroyable. Mais moi, j'ai une question, Marie. Cette Bible, c'est un truc où genre ça fait des pages et des pages et des pages. Genre, à chaque fois que tu aimes bien un passage d'un livre, tu mets là-dedans? Ou c'était juste pour ce projet en particulier, tu es allé chercher un peu des références? En fait, j'ai commencé à le faire, je crois, avant ce projet-là, mais c'était des voix qui me parlaient déjà un petit peu et que j'aimais bien, juste je trouvais ça malin ou bien tourné, ou c'était une voix ou un regard que j'avais pas vu. Et, et voilà. Du coup, je l'alimente comme ça. En fait, quand je lis un bouquin, je prends en photo un passage et qui me plaît, je recopie après dedans. Mais du coup, c'est pénible parce qu'il faut avoir le portable à côté et j'essaie de ne pas avoir le portable à côté parce que quand je lis, ça me fait du Voir parent. à ma côté. Ouais. Et est-ce que vous, justement, dans les textes que vous avez écrits, est-ce que vous avez déjà expérimenté des débuts qui se sont avérés totalement différents dans la version finale, ou qui ont évolué au fur et à mesure de l'écriture du premier jet? Est-ce que vous avez des exemples dans vos propres écrits? Léa, je te vois hocher la tête. Alors non, moi justement, c'est l'inverse, hein. Ah. C'est rare. C'est Ah ouais? rare parce que justement, je réfléchis bien à cet enjeu que je veux mettre dans le premier chapitre, qui est celui de l'histoire. Et du coup, ça m'arrive rarement de réécrire, en fait, parce que finalement, c'est... Enfin, ou alors, il faut que le projet, il change complètement, quoi. Il faut que le grand thème du truc change complètement. Donc non, ça m'arrive pas souvent. Parce que je suis trop architecte, probablement. Voilà. Et vous, les filles? Moi, un peu comme Léa, en vrai, sauf pour le projet en cours, et en vrai, le projet en cours, pour le moment, c'est pas tant la première phrase que j'ai refondue, mais plus le reste. En fait, c'était vraiment trop sec, et je me suis dit, il faut mettre plus de vibes, plus d'infos sur l'époque, etc. Mais sinon, mes débuts, c'est pas ce que je retravaille le plus, je pense. Ouais, moi non plus, en fait, à vrai dire. Sauf comme dit Léa, sauf comme là, où je change complètement. En fait, à chaque fois, là, pour le moment, c'est que je ne sais pas ce que je vais écrire. Donc, je disais, c'est les débuts, c'est à chaque fois 3 histoires différentes, quoi. Ouais. Donc en fait, on s'en fout du début. Enfin, voilà. Mais sinon, en tout cas, pour mes 3 romans qui sont publiés, je pense que les débuts sont assez proches de ce que c'est au final, quoi. Ouais. Léa qui m'a lu, t'as pas lu de version trop différente. Je pense que les débuts, c'était globalement les mêmes, hein. J'ai du mal à me souvenir, mais je pense que c'est pas le truc que je modifie le plus non plus, ouais. En vrai, je repense aux rumeurs d'Issa, et si, moi, je me souviens que je les avais beaucoup réécrits, ces prologues-là, mais pas forcément la première phase, mais vraiment la gestion des informations. Oui. Surtout le tome 2, je me souviens. Oui, ça, pour le coup, moi, ça, je l'ai vachement retravaillé avec l'éditrice, sur Maudite notamment, sur comme tu dis, la gestion des informations. Ça, par contre, c'est effectivement, dans mon premier jet, il y a des trucs que moi-même, je ne savais pas quand je l'ai écrit, genre sur la magie, le monde, tu vois. Et ça, c'est des petits trucs qu'on a rajoutés où elle m'a dit, ah, ça, en fait, il faut que ça soit dès le début, qu'on comprenne bien. Des petites choses comme ça, quoi. Ça, on va revenir dessus sur comment gérer l'afflux d'informations, quelles infos on doit mettre ou garder pour plus tard dans les toutes premières phrases ou le premier chapitre. Moi, j'ai repris du coup mes différentes versions du Thé pour les fantômes. Et
la toute première version, parce que moi j'ai tendance aussi à écraser un peu les versions intermédiaires, donc peut-être qu'il y en a des encore plus anciennes, mais je m'en souviens pas. La version la plus ancienne que j'ai, c'est en fait un début qui existe toujours dans le roman, mais qui est à la 4e ou 5e page du roman. Donc, j'avais commencé un peu trop tard, ça rentrait un peu trop dans un truc qui tombait de nulle part. Donc j'ai agrandi au début en mettant en place aussi un conteur qui vient raconter cette histoire. Donc au début j'avais ça. Deuxième version, où j'avais pas encore justement cette idée de conteur et d'oralité, je commence en fait par un échange d'emails. Des gens dans une administration qui s'échangent des emails un peu marrants, et où en fait ça finit où l'histoire était le rapport que mon conteur devait remettre à son supérieur, genre au département des archives et tout, en disant voilà, j'ai été missionné pour ce rapport, voici mon rapport. Mais du coup, le simple fait de mettre ça au début installait un ton qui n'était pas du tout dans l'oralité que j'ai trouvé après, qui était au contraire très dans le formel. Mon idée à la base, c'était de jouer un peu justement sur ce contraste pour faire un peu comme dans Âge tendre de Clémentine Beauvais. J'étais sûre que c'était ça ta rêve. Tout le roman, c'est un rapport de stage et c'est hilarant parce que j'adore ce roman. Sur le décalage entre le ton qui est attendu dans un rapport de stage et la spontanéité de cet adolescent qui va filtrer à travers ce canevas un peu attendu. Et donc, je voulais jouer un peu là-dessus, mais finalement, ça ne marchait pas. Donc, j'ai fini par complètement éliminer tout ça. Et voilà, par remplacer ensuite le début par quelque chose de très oral avec ce mec qui raconte l'histoire. Donc, c'est pas ultra différent. Enfin, si, c'est très différent, mais on retrouve quand même exactement le début que j'avais, mais juste quelques pages plus tard, et j'ai rajouté tout ce début. Et ça, je l'ai beaucoup retravaillé. Je me rappelle, pour le coup, avoir fait vraiment plusieurs versions juste du premier chapitre après avoir terminé le roman, en me disant voilà, par où je veux commencer, par quel endroit, par quel ton, etc. Alors d'ailleurs, question suivante. Comment on sait où l'histoire doit commencer? À quel moment du récit est-ce qu'on va découvrir les personnages, l'univers? Parce que y a plein de moments, en fait. Les personnages existent avant. À quel moment est-ce qu'on les prend pour commencer à raconter l'histoire? Comment on sait? Est-ce que c'est juste une intuition? Est-ce que... Non, Laetitia dit non, tu dis non. Mais si, moi c'est de ouf une intuition. Et du coup, c'est dur pour moi à chaque fois les deux, parce que à chaque fois, je suis là, mais je ne sais pas, j'ai jamais la réponse à vos questions, tu vois ou pas? Moi, c'est de ouf une intuition. Hein. Enfin, on peut reparler du serment des traqueurs si vous voulez, mais vraiment, j'ai écrit ça. Moi, j'ai commencé. Ce bouquin, il commence in medias res, direct dans une scène d'action, et voilà. Et après, bon courage pour écrire la suite. Déjà, je pense que Laetitia qui dit ça commence in medias res en plein milieu d'une scène d'action. Déjà, ça c'est un très bon indice sur comment embarquer ton lecteur dans quelque chose. C'est sûr que si tu fais commencer ton lecteur en plein milieu d'une discussion entre des personnages ou d'une scène d'action ou d'une scène où il se passe quelque chose, tu vas l'embarquer. Après, ça répond pas à la question plus large de Chris qui est pourquoi c'est le bon moment dans l'histoire des personnages ou de l'univers ou nanana pour faire commencer le roman là. Moi, je pense qu'on peut revenir à cette espèce de vieux truc. Vous savez qu'on a tous étudié en cours là, le schéma du conte, situation initiale, élément perturbateur, péripéties, gna 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 gna. En gros, c'est l'élément perturbateur qui fait commencer l'histoire, en fait. Peu importe ce qui s'est passé avant dans la situation initiale. En gros, il faut qu'il y ait un élément perturbateur qui vienne perturber un univers, un personnage, une relation entre des personnages, etc., etc. Et c'est ce petit grain de sable qui va donner l'intérêt au lecteur. Enfin, pour moi, c'est ça, quoi. Après, voilà, peut-être que vous avez des exemples plus précis sur ça, mais... Non, mais ou alors... Ouais, en tout cas, si on reprend ce que tu viens de dire, ou alors le premier chapitre, c'est ta situation initiale, ça marche aussi, tu vois. Oui, ça marche aussi. Mais c'est moins, je pense, prenant pour le lecteur dans la mesure où aujourd'hui, on a tendance à écrire des incipits très dynamiques. Et par exemple, je reprends l'exemple du serment des traqueurs. Le chapitre 1, c'est l'héroïne va se faire couper la tête, quoi. Elle doit mourir, elle va se faire exécuter. Et ça, c'est un gros élément perturbateur dans sa vie, très clairement. Donc voilà. Ou on peut dire que la situation initiale, c'est elle va mourir. Et comment elle va se sortir. Enfin bref, il y a ce truc d'enjeu. Et voilà. Pour moi, c'est ça, quoi.
Après, je trouve que, par exemple, le roman de Chris, du thé pour les fantômes, il est très différent, même s'il y a du in medias res, dans la mesure où ça commence par un dialogue entre deux personnages. Donc déjà, on a envie de faire partie de ce dialogue. Après, il y a moins tout de suite ce petit grain de sable. Et donc, c'est la preuve qu'on n'est pas obligé d'être tout de suite dans un énorme enjeu qui va venir disrupter la vie des personnages. C'est plus insidieux, ça commence plus doucement. Mais on a très vite quand même cette espèce de truc inquiétant qui est tu vois pas tout ce qu'il y a dans cette pièce, il y a des fantômes, ils ont des choses à raconter, est-ce que tu veux t'asseoir et les écouter en gros. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on a deux choses très différentes, mais au final ça en vient au même. On a un petit élément perturbateur qui va venir gratter l'attention du lecteur et c'est ça qui va lui donner envie de lire l'histoire. Oui, Voilà, après, je sais pas si- C'est magistral, je trouve ça très Ouais. bien écrit. Ouais. Pas du tout. Hein. Des fois, c'est des, Pas c'est du des, tout. c'est des petits effets d'annonce aussi. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais genre ce truc de justement, bah comme, en fait, un peu comme tu disais sur les trucs un peu chiants des vieux romans de je vais vous conter une histoire. Vous allez voir ce que vous allez voir. Elle est arrivée au mari de la sœur du curé. Bref. Vous voulez les ragots? Je vais vous les raconter. Non, mais de façon beaucoup mieux que ça, évidemment. Mais il y a un peu ce truc de. Nous traverserons des orages, c'est ça, le début. Et Et, voici Ouais. l'histoire. Je vais te raconter l'histoire dois te de notre raconter. famille. Ouais. C'est l'histoire d'un pays, d'une famille et d'une maison. Enfin, je sais plus, mais ça commence un peu comme ça, quoi. C'est Ouais. l'histoire de. Il était une fois, quoi. Un peu. Ouais. Est-ce que le début in medias res, donc in medias res, juste au cas où, c'est une expression latine pour dire au milieu de l'action, je crois. Au milieu des choses. Au milieu des choses, voilà. En t'écoutant, Léa, je me suis demandé, est-ce que le début de medias res, c'est pas juste un artifice de la fiction pour commencer par l'élément perturbateur et ensuite installer la situation initiale en une sorte de flashback pour dire, en fait, previously, voilà ce qui s'était passé. Ouais. c'est exactement ce que j'étais en train de penser quand Léa elle prenait l'exemple de mon roman. J'allais dire, mais moi, en fait, c'est un trick parce qu'en fait, c'est même pas vraiment ça l'élément perturbateur si tu réfléchis, en fait. Ça, en Non, fait, Ouais, c'est il arrivait plutôt. une amorce, mais C'est en fait, peut-être. il est arrivé bien avant, en fait, même enfin, Oui. tu vois, enfin, il y a un truc. On va revenir ensuite un peu en arrière pour comprendre ce qui a emmené qu'elle soit Pourquoi on là. en est arrivé là? Voilà. Ouais, souvent le in medias res, c'est vraiment comme au début de ces films où le mec, je sais pas, il est en train de tomber d'un immeuble, il dit stop, Oui. voilà comment j'en suis arrivé là. Ça, c'est moi. Voilà, ça c'est moi. Mais très utile pour capter l'attention d'un lecteur. On n'est Ouais. pas obligé de faire ça, mais c'est un trick vraiment très utile et ouais, particulièrement dans les trucs d'aventure, d'action, de suspense, de tout ça. Mais en vrai, je le trouve génial ce truc parce que tu peux du coup commencer par, enfin, tu commences par un truc hyper fort et après tu peux retomber dans un truc qui est beaucoup plus Ouais. calme et tu as ce truc tu les as appâtés, tu leur as promis qu'il allait se passer un truc, mais tu leur as peux tendu du la coup main. prendre un peu plus de temps d'y arriver. J'ai Ouais, lu un bouquin comme ça récemment qui je trouve était bien fait. Je pense que c'est pas du tout le premier roman à faire un truc comme ça, mais en gros la première scène du bouquin, c'est un procès et c'est une femme qui raconte et en fait elle te dit pas. Enfin, il y a eu un mort, mais tu sais pas qui, et il y a son amour qui est jugé, mais tu sais pas qui c'est pas nommé non plus. Et après, elle se met à raconter l'histoire. Ouais, Et je me dis, si elle avait commencé par l'histoire, je me serais dit, bah, c'est un peu une bluette, enfin voilà, mais comme il y a ce procès, tu dis, bon, bah, ok, en fait, on va arriver sur un mort, sur un meurtre et quelqu'un qui va tuer, enfin voilà, quelqu'un qui va tuer quelqu'un, et c'est qui? J'ai trouvé ça trop malin. Je pense que Chris, ça te fait une perche parfaite pour parler des prologues. Je sais pas enfin, moi, j'ai l'exemple là d'un livre que je viens juste de lire où le prologue fait exactement office de ce qu'on vient de se dire en fait. C'est le prologue qui est in medias res, machin, et ensuite, bam, 8 mois plus tôt, tu vois. Ça, c'est pareil, une technique. Ouais, carrément. On va parler des prologues. Je repensais, alors attends, je voulais dire un truc. Ah mince, pardon. Sur ces débuts, justement, in medias res, qui peuvent être plus ou moins confortables, en fait, pour le lecteur. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des débuts, en fait, qui mettent le lecteur dans une position de confort, de je rentre dans l'histoire, on m'explique un petit peu vite fait où je suis, on pose les enjeux. Typiquement, là, il était une fois. Ou même, je trouve que le in medias res de ça, c'est moi, et voilà, 8 mois plus tôt où j'en étais, c'est aussi confortable parce que on comprend exactement où on va, qu'on est à un point de l'histoire dans le temps et qu'ensuite, on va revenir en arrière et nous expliquer
comment on en est arrivé là. Mais il y a des débuts de média stress qui sont très inconfortables et déroutants parce qu'on n'a aucune explication. Tu captes rien. Ouais. Tu captes que dalle et là, tu dois vraiment t'accrocher pour dire « Ok, il faut vraiment que je fasse confiance. Peut-être que ça, je le comprendrai plus tard. » Il y a aussi ça, on te balance plein de choses que tu comprends pas et que tu comprendras que beaucoup plus tard dans le roman. Mais ça, on pourra peut-être revenir dessus, justement, encore une fois, sur les infos qu'on donne ou pas au début. Et oui, du coup, cette espèce de rupture de ton entre un début, un premier chapitre, et juste après une autre ambiance où on repart ailleurs dans le temps, effectivement, ça pourrait être aussi le rôle d'un prologue. Alors voilà, la question du prologue, est-ce qu'on en met ou pas? À quoi il sert? Dans quel cas est-ce qu'il est intéressant ou est-ce qu'il est superflu? Je vous renvoie sur cette question notamment à un épisode du podcast Procrastination qui est sorti fin 2024, spécifiquement sur la question du prologue. Et en intro, Lionel Davoust, qui anime le podcast, dit justement qu'il y a quelques années, les prologues avaient très mauvaise presse dans l'édition en France, parce que peut-être qu'ils étaient surutilisés, ou que en fait, ils pouvaient être superflus, c'est-à-dire que en fait, tu l'élimines et ton début du premier chapitre est beaucoup plus percutant. Alors comment on fait pour éviter ça et pour savoir si on en met ou pas? Et Laetitia, je crois que dans ta masterclass, tu as toute une partie sur le prologue. Tu vas nous faire un petit extrait, un petit teaser. Ouais, moi ce que j'ai noté, c'est que il faut pas confondre le prologue et le premier chapitre. Bon, là, on a déjà pas mal élagué, mais quand j'avais lu des manuscrits de jeunes auteurs, de choses comme ça, des choses que j'avais vues et qui fonctionnent vraiment pas. Donc, genre, je peux déjà vous définir ce que ça n'est pas. Donc, ce n'est pas un résumé des épisodes précédents comme sur Netflix. Vous savez, on utilise le prologue pour en fait raconter toute la vie de la princesse avant ses 16 ans, avant qu'on arrive au chapitre 1. Genre, en fait, ça marche pas. C'est pas non plus une présentation de l'histoire ou de la mythologie de l'univers, parce que ça marche pas trop bien non plus, quoi. Et voilà, c'est un peu risqué de vouloir caser toute la backstory du personnage ou toute l'histoire du monde imaginaire depuis qu'il a été créé. En fait, vous allez perdre le lecteur, quoi. Et il a probablement pas du tout besoin de savoir tout ça pour rentrer dans l'histoire, en fait. Parce que finalement, l'objectif d'un prologue, c'est vraiment d'intriguer le lecteur, de retenir son attention. Et c'est ce que tu disais, Léa, tout à l'heure. Pour moi, la clé, c'est qu'il y a une promesse, en fait, dans ce prologue. Il y a des prologues où on ne comprend vraiment pas. Comme tu disais, Christelle, il y a des prologues où on ne comprend rien. Je me souviens du prologue de la passe miroir. Allez le relire. On ne comprend rien. Oui. On ne comprend pas. Mais en fait, ce n'est pas grave. Enfin, déjà, il est ultra court. Ouais. Et ensuite, c'est ce que tu disais. C'est vraiment il faut faire confiance et te dire, je vais comprendre après. Et après, par contre, dès le chapitre 1, là, tu rentres dans l'histoire et ça va tranquillement poser tous les enjeux et tout. Mais donc, il faut que ce soit mystérieux. Enfin, il faut qu'il ait une utilité aussi. Tu as raison de dire, si vous pouvez l'enlever, il y a un problème. Il sert probablement à rien, quoi. Ouais. Mais juste en contrepoint, dans le fameux épisode de Procrastination dont je vous ai parlé, il y a Estelle Faye qui parle quand même de certains prologues qui parlent de la mythologie de l'univers ou qui sont dans une espèce d'ampleur beaucoup plus grande sur le monde ou qui racontent un récit mythologique qui se situe dans cet univers. Et peut-être qu'il va installer, je ne sais pas, les valeurs de ce monde ou qu'on va retrouver peut-être à une échelle plus petite dans l'histoire qu'on va raconter au niveau des personnages ou avec laquelle on va faire le lien plus tard. Voilà. Du world building, ça peut être le cas dans le prologue, mais je pense que ça doit être très bien dosé et c'est risqué. Ouais. C'est risqué. J'ai récemment lu un manuscrit où vraiment on avait toute l'histoire du monde dans le premier. C'était pas possible en fait. Alors que premier chapitre, d'un coup on avait un personnage, l'histoire commençait quoi. Donc ouais. Tu mets la petite prophétie en prologue. Ouais. Mais c'est marrant, je me demande ce qui vient à l'esprit des gens qui écrivent quand ils font ça. Non, mais c'est pas méchant. C'est pas du tout méchant ce que je veux dire, mais en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve pas quand on lit. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on lit des romans publiés, machin. En fait, c'est quelque chose qu'on va jamais retrouver, comme tu dis, toute une présentation du monde ou toute la backstory d'un personnage dans un prologue. Et je me demande comment, en ne l'ayant jamais lu, du coup, les auteurs se disent « Ah tiens, pourquoi je ferais pas ça, moi ?» Enfin, je trouve que c'est marrant, quoi. Moi, je pense que c'est un truc d'ordre chronologique un peu, tu vois. Genre, on se dit, sûrement qu'ils se disent eux-mêmes, tu vois, avant d'écrire leur histoire, il fallait qu'ils sachent tout ce qui se passe dans l'univers ou le passé du personnage principal. Et donc, ils racontent ça au début. Mais en fait, c'est généralement une erreur. Oui, c'est ça. C'est encore une histoire de donner, de retenir l'information, pas aux bons endroits et au bon moment, quoi. Ok.
Ouais, l'ordre dans lequel vous avez construit, vous, votre récit, votre monde, votre personnage n'est pas forcément l'ordre dans lequel vous allez le donner au lecteur. Donc oui, c'est pas obligé, effectivement, comme Laetitia, de donner toutes les infos que vous avez eues avant dans votre construction. Après, je me dis que c'est peut-être aussi quand on a une... Soit quand on lit pas, on le dira jamais assez, mais quand on écrit, il vaut mieux avoir un peu lu quand même. Ou alors peut-être justement des personnes qui ont lu que des grands classiques qu'on lit à l'école, et justement à une époque où en fait, commencer par 30 pages de description du monde, c'était pas un problème. Je sais Il y pas. avait trop de lecture de Balzac. Voilà. Payer à la page pour écrire ses descriptions. Alors justement, comment on trouve cet équilibre-là dans nos premières pages entre introduire le monde, et d'ailleurs même si on écrit de la littérature blanche ou historique, il faut aussi placer l'univers dans lequel on va se trouver, présentation des personnages, leurs enjeux, mettre en place l'intrigue, comment est-ce qu'on peut doser tout ça dès le début sans plomber d'un coup le lecteur sous un afflux d'informations énorme? Moi, je pense qu'il faut un peu penser le début en creuset, dans le sens où faut aller quand même chercher un personnage, une énonciation qui concentre beaucoup de choses de l'histoire par la suite, mais pas vouloir tout dire dedans. Peut-être aller chercher la ligne de force qui va permettre après de dérouler la suite, mais pas penser trop large en fait, penser vraiment spécifique, penser bon, qu'est-ce qui va donner de la force à ce début, qui va permettre d'amener la suite de l'histoire. Tu veux dire, Marie, si je te suis, qu'il faut mieux se concentrer sur une unité de scène, à savoir une unité de temps, de lieu, une action qui va se dérouler à un moment précis dans la vie du perso, et par exemple pas partir sur un premier chapitre où on va avoir un paragraphe où le perso est enfant, un autre où il est adolescent, un autre où il est jeune adulte, avec pas forcément les mêmes thèmes. Ça serait ça ton conseil? Je serais pas aussi spécifique parce qu'en vrai, je pense qu'il y a plein de façons de commencer une histoire et de tirer ces fils-là. Mais je sais pas, je dirais d'essayer de trouver des trucs qui vont dans votre tamis de tout plein d'informations, celles qui brillent le plus et celles qu'il faut choisir en premier. Mais ça, c'est tout un travail. Enfin, franchement, la gestion de l'information, je trouve que moi, c'est un des pires casse-têtes de début d'histoire, de dire bon bah ça, finalement, je vais le mettre plus tard dans le récit parce que ça sert à rien ou ça va faire un effet différent. C'est pas très concret du coup mon conseil, mais Non, mais ça donne à réfléchir. Après. Laure, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, mais je pense qu'après, c'est un peu ce truc de, on l'a déjà dit plein de fois dans le podcast, du show don't tell, et de aussi faire confiance à son lecteur, que c'est OK en fait si tu comprends pas tout dès le départ. Je pense que c'est ce que tu disais un peu, si tu arrives en plein milieu d'une action, il y a un système de magie, tu captes rien, et en fait, tout est archi compliqué et tout. Bon, je dis pas, peut-être que ça peut fonctionner si c'est écrit divinement bien, mais globalement, c'est quand même hyper exigeant, et peut-être que ça va... Ouais, que certaines personnes vont fermer le bouquin, mais globalement, je pense que c'est OK pour un lecteur de pas absolument tout comprendre, parce qu'il y a cette promesse un peu tacite que tu vas comprendre après. Donc, peut-être que par rapport à ce que tu disais, Marie, sur ce truc, des trucs brillants, où tu dis, OK, il faut qu'ils comprennent un truc un peu essentiel dans ce premier chapitre, et peut-être que c'est le truc sur lequel il y a un élément d'intrigue important, et que c'est le truc, du coup, qui va l'attraper jusqu'au chapitre d'après, et puis après, tranquillement, étape par étape, lui donner un peu des éléments pour qu'il comprenne le tableau plus grand, mais sans aussi lui dire... ça, voilà, de nouveau le show don't tell, de pas expliciter trop clairement le world building, mais de le mettre touche par touche. Je pense que Marie, elle avait raison. Enfin, moi, je comprenais ce que tu disais sur l'idée de se focus un peu sur la scène, d'être un peu plus à l'échelle plus petite. Genre vraiment, en fait, penser à votre personnage, c'est quoi son objectif dans cette scène, rester petit et pas déjà vouloir poser tous les enjeux de cet univers, de ne pas vouloir être trop grand, rester sur quelques personnages au début, pas trop, pour pas qu'on soit trop perdu. Pas qu'il voilà. Ça, c'est mon avis. Ouais, ça peut être une manière de faire. Après, je pense au projet que je suis en train d'écrire. Là, le Linkipit que j'ai, je commence tout de suite par l'élément perturbateur, mais c'est vraiment une phrase. Il y a quelque chose qui apparaît, et ensuite je reviens, et j'ai pas de personnage en fait dans ce premier chapitre. C'est-à-dire que j'ai la description d'une ville, mais qui est en fait, je décris un Paris, mais qui est un petit peu différent d'une autre, donc on comprend tout de suite qu'on est dans un monde alternatif.
Et ce qui se passe, voilà, en fait, il y a la grosse exclue, il y a d'un coup un château qui apparaît au milieu de Paris. Et donc, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Et petit à petit, à la fin du chapitre, on arrive sur un personnage qui va être ensuite mon personnage point de vue, qui lui va aller à Paris pour trouver ce château, etc. Après, sur ce que tu disais, Laure, sur donner quelques petites explications, même Marie, sur quelques infos, j'aimais bien l'idée du tamis, qu'il faut garder que les idées les plus brillantes. Moi, je ne sais plus où j'avais entendu ce conseil, mais il m'est resté en tête, qui est que si vous ouvrez plusieurs questions, vous posez plusieurs mystères en tout début de roman, essayez d'en résoudre au moins un avant la fin du premier chapitre, même un tout petit truc. Pour que le lecteur se dise inconsciemment, c'est bon, je peux lui faire confiance. Une question a été ouverte et on a eu une réponse. Donc, tout ce qui a été ouvert va trouver sa réponse aussi plus tard. Et je trouve que ça peut être un bon conseil. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est marrant parce que tu m'avais dit ça, je me rappelle, il y a très longtemps que tu avais lu le premier chapitre de mon histoire. Tu m'avais dit exactement ça parce qu'à un moment, il y a un personnage qui a un objet magique qui l'utilise. Tu m'avais mis « Ah tiens ». Et quelques lignes plus loin, j'explique très rapidement comment ça fonctionne et tu m'avais mis dans la marge en note « Ah, c'est super, tu as déjà répondu à cette question au détour d'une ligne ». Et du coup, c'est marrant que tu en reparles là, ça me... Bref. Je trouve que c'est important pour gagner la confiance de son lecteur dès le début et justement qu'il soit prêt à accepter une certaine dose de mystère en se disant « Ok, c'est bon, cet auteur sait où il m'emmène ». Est-ce qu'on peut... Vas-y, pardon. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur le premier chapitre de ton nouveau projet. Ça me rappelle de ouf l'incipit des Misérables de Victor Hugo. Je crois que c'est Les Misérables. Non, attends, non, pardon, c'est Notre-Dame de Paris. Oui, c'est Les Misérables. Hein. Attends, non, c'est deux romans différents. Non, c'est deux romans différents. Celui qui est adapté en Disney, c'est Notre-Dame de Paris. Les Misérables, c'est une comédie musicale. Voilà, Notre-Dame de Paris aussi, remarquez. Mes amis, je suis sous antidouleur, c'est peut-être pour ça. Mais non, je voulais parler de Notre-Dame de Paris du coup, parce que si vous avez déjà regardé le Disney super connu, en fait, le dessin animé s'ouvre sur un survol de la ville de Paris. Donc, on voit la ville, et on se recentre jusqu'à arriver à Notre-Dame, qui est le titre du roman et le lieu où va se passer le roman. Et donc, du coup, gitans qui sont devant et qui abandonnent le petit Quasimodo. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans son écriture, dans son incipit, Victor Hugo, il fait exactement la même chose. En fait, le premier chapitre de Notre-Dame, c'est un survol de la ville de Paris. Et on arrive à Notre-Dame, Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas de personnages. En fait, finalement, les personnages n'arrivent qu'à la fin. Mais on a déjà tout le truc de ça va être une grande fresque qui va se passer dans la ville avec en point d'orgue le lieu qui donne son titre au roman et les gens qui abandonnent, etc. Et je trouvais, ça me faisait trop penser à ça, ce que tu disais, Chris, c'est hyper intéressant du coup. Voilà. Chris, Victor Hugo 2.0. Même combat. Je ne sais pas le dire, mais... Ou comme quoi, on n'invente rien, en fait, on fait que ressasser des idées qui sont dans l'air et qui sont dans la culture, tellement inconsciemment, ça fait partie de nos schémas, en fait. Peut-être. Ce début du bossu Notre-Dame, il est incroyable. Oui, il est trop beau. Cours, gitane. Non, il y a l'archidiacre. Est-ce qu'on peut faire du coup juste une petite liste des éléments dont on pense qu'ils sont à peu près essentiels, il y aura toujours des exceptions, mais à mettre dans une première phrase, un premier paragraphe, un premier chapitre, pour poser certaines choses. Est-ce que, par exemple, vous pensez que c'est l'enjeu d'un personnage? Est-ce qu'il faut qu'il y ait au moins ça? Est-ce qu'il faut qu'il y ait au moins l'endroit où ça se passe? Est-ce qu'il faut qu'il y ait, je ne sais pas, ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, il n'y a aucune règle, qu'il n'y a pas d'élément obligatoire? Moi, je reprends mon idée de creuser, quand même. En gros, du coup, quand je regardais un peu les débuts de romans que j'aimais pour préparer cet épisode-là, j'étais en mode, mais quand même, dans le début, alors des fois de façon détournée, on retrouve quand même beaucoup ce dont le roman parle, en fait. Ça peut être soit une sorte d'émotion qui traverse le roman, soit une quête intime d'un personnage, soit une énonciation. Par exemple, le début de « Nous traverserons des orages », c'est vraiment ça, c'est l'histoire d'une famille, d'un pays et d'une maison. Enfin, je ne sais plus exactement l'ordre, mais enfin, c'est vraiment
le creuset de l'histoire, il est dès le début, quoi. Ce que tu appelles creuser, est-ce que c'est une forme de micro-version de tout ce qui va se développer comme de graines qui va ensuite Ouais, un peu ça, ouais. avec tous les éléments principaux du thème Ouais. trouver Et après. après, ça, je pense que je sais pas si c'est voulu de la part des auteurs de faire ça, mais je pense que si tu veux commencer ton roman et qu'il y a forcément quelque chose qui t'anime, un thème qui t'anime, tu vas forcément avoir envie de commencer avec ça. Oui. Et il y a mille façons de le faire, il y a mille angles pour le faire, mais Et moi, je pense que c'est important de le faire sur le fond. Ouais. Après, je pense qu'il peut y avoir un... Pardon, mon casque vient de mourir, je suis désolée. Du coup, Pardon, alors que j'étais en train de parler. Vas-y, Chris. Non, vas-y, tu disais c'est important de le faire sur le fond. Ouais, je disais, je pense que c'est important de le faire sur le fond et sur la forme, cette promesse, cette graine, comme dit Marie. Je repense tout le temps à la première phrase de La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les vents. Et quand tu dis cette phrase à voix haute, tu entends le souffle du vent. Et du coup, il y a une promesse de fond qui va être, ok, ça va parler de qu'est-ce que sont les êtres humains et ça va être visiblement dans un univers où le vent est très important. Et en plus, il y a ce travail sur la langue qui est hyper important chez Damasio qui était déjà annoncé dans la première phrase, quoi. Genre, c'est une masterclass, cette première phrase. Ouais. Voilà. C'est vrai Il y a qu'il y a toutes les promesses. Ouais, faut juste faire gaffe, c'est ce que je voulais dire, sur installer le thème dès le début, à pas le faire de manière trop lourde. Avec déjà des petits fin de compte, de petits messages philosophiques dès le début, parce que ça peut marcher, j'imagine, hein, mais moi je sais que personnellement. Je vais vous compter. Voilà. Vous allez voir dans cette fable à quel point finalement la beauté est pompeuse, et la laideur aussi peut l'être. Ouais. Et c'est pour ça que les débuts, un bon début, on le trouve pas forcément dans le premier jet. En fait, on le retrouve peut-être en retravaillant son histoire parce il y a beaucoup de choses qui se sont décantées en nous et que on a une vision plus fine de par quel angle on va commencer l'histoire. Le début et la fin sont très liés. C'est pour ça que dans notre prochain épisode, nous parlerons de la fin des romans. Tout ça est très bien réfléchi. Mais pour finir, on va peut-être parler justement, voilà, Léa nous a un petit peu introduit avec Victor Hugo, avec Alain Damasio, de quelques exemples de premières phrases, premiers paragraphes dans la littérature qu'on trouve très réussis, et puis dire en quelques mots pourquoi on pense que ce sont des bons débuts. Qui veut se lancer? Je commence si vous voulez. Allez, vas-y Laetitia. Alors, j'ai une première phrase qui est « En cette 27e année de la mort du jour, au royaume du roi éternel, l'assassin du monarque attendait son trépas. » Est-ce que vous savez d'où ça vient? Je crois que personne ne l'a lu en même temps à part moi, donc ça va être vite réglé. C'est la première phrase de L'Empire du vampire de Jay Christophe. Ah oui. Ah, ok. Et je la trouve super chouette parce que, comme vous disiez, il y a déjà tellement de choses dans cette phrase, il y a déjà tellement de promesses, il y a déjà tellement d'informations aussi. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. L'assassin du monarque, c'est a priori, vous comprendrez que c'est le héros qui est qualifié comme ça. Pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous qui n'avez pas lu le roman, elle vous intrigue. Mais moi, je la trouve très intrigante. Ouais. Moi, c'est une phrase que j'aurais pas écrite, tu vois. Parce que je la trouve trop complexe, justement. Ouais, mais il y a un truc, tout de suite, il y a un truc un peu effet de manche, un peu. C'est peut-être ça qui me déplaît. Après, c'est truc hyper subjectif. Hein, mais... Après, t'aimes pas, mais de toute façon, c'est très bien, on peut juger comme ça dès la première phrase. T'as pas aimé, toi, Jay Christophe, non? T'avais essayé, t'as pas accroché? J'ai essayé, mais après, ouais, franchement, il faudrait que je réessaye. Hein. C'était pas du tout que c'était mauvais. Là, la preuve, c'est un super livre, visiblement. En fait, c'est par exemple, après, c'est la traduction aussi, des fois. C'est dans de la mort du jour, royaume du roi éternel, l'assassin du monarque. En fait, je crois que c'est ça qui me fait que j'ai du mal à suivre la phrase quand je lis tout ça. Chaque fois, bref, après, des fois, je suis un peu. Des fois, j'ai besoin un peu que ce soit simple, et dès qu'il y a trop de trucs compliqués qui s'enchaînent comme ça, je perds le fil. Mais après, je pense que c'est annonciateur, cela dit, c'est pas bon. Après, c'est vrai qu'en anglais, je sais pas ce que ça donne vu que c'est une traduction. Mais cela dit, le livre est écrit comme ça. Je veux dire, d'un côté, c'est pas menteur, tu vois. Ouais. Ça va vraiment être ce ton-là et c'est trop bien. Là, c'est pas là. Il y a aussi un prologue, donc je me suis dit que je prenais plutôt la phrase du premier chapitre que du prologue. Ok.
la phrase du prologue, elle est encore pire. C'est genre... ouais, enfin, la phrase du prologue, elle est... Ouais. Il a récité par cœur. J'étais impressionnée d'avance, mais non, quand même pas. Non, Mais c'est il y un a truc... plein d'incipits qui sont comme ça. C'est un peu quand, où, quoi. Si tu décomposes les 3 phrases là. Et je trouve que c'est intéressant. C'est vraiment, on te donne ces 3 infos, quand, Et qui où et quoi. Et hop, t'as déjà 3 trucs hyper importants pour trianguler le. Voilà. Mais tu vois, par exemple, l'autre phrase que tu as mise, Laetitia, pour nous donner un autre exemple, je la trouve pour moi, en tout cas, beaucoup plus confortable pour entrer dans un récit. Si tu veux nous en parler. En même temps, c'est un récit jeunesse, donc c'est pas pareil. L'autre, c'était de la fantasy adulte, donc c'est de la dark fantasy adulte, donc c'est aussi pas tricky. La deuxième phrase, elle est, je pense, très connue. C'est Toby mesurait 1,5 mm, ce qui n'était pas grand pour son âge. C'est trop mimes. Je trouve qu'on a tout un univers qui est installé. Quoi? Moi, je trouve qu'on a déjà tout l'univers qui est installé, en fait. Enfin, déjà, on a énormément de choses dans une phrase ultra simple, finalement, qui est assez fort. C'est ça. C'est pour ça que je l'aime. Je trouve qu'il y a, comme tu dis, il y a déjà tout l'univers qui est dans cette petite phrase et c'est trop mignon. Voilà. Marie, t'en avais noté quelques-unes aussi? Ouais, mais moi, j'ai pas bien compris la consigne parce que moi, j'ai cru que c'était le premier paragraphe. C'est pas grave, moi aussi, j'ai un premier paragraphe. Et bah, du coup, en vrai, j'ai eu beaucoup de mal, moi, à trouver. Parce qu'il y a plein de débuts de romans que j'aime bien, mais du coup, bon, je vais pas vous lire tous, je pense. Bah, je vais vous commencer par le début du Puits des mémoires de Gabriel Katz. Alors, au commencement étaient les ténèbres. Un monde où n'existait ni le temps, ni la faim, ni la soif. Peut-être était-ce cela, la mort. Une éternité dans un néant si étroit que l'on ne pouvait s'y tenir que recroquevillé, comme un enfant à naître. Et en fait, le début de ce roman, je crois que c'est 3 hommes qui se réveillent dans des boîtes et ils ont tout oublié. Et du coup, j'aime beaucoup ce début parce que déjà, il commence de façon... je trouve que c'est un bon début pour un roman de fantasy. Au commencement étaient les ténèbres. Il y a tout de suite un truc assez épique et assez simple. C'est une sorte de... Il était une fois version dark un peu. Et du coup, il y a le parallèle entre la naissance et la mort dans ce début que j'aime beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup de contrastes dans ces premières phrases. La mort, la naissance, l'éternité, mais aussi il n'y a pas il y a plus de temps, le néant. Ouais. Ouais. Tu voulais nous en lire un autre début? Et je peux vous lire aussi le début de Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Ma mère était bleue, d'un bleu pâle mêlé de cendres, les mains étrangement plus foncées que le visage, lorsque je l'ai trouvée chez elle ce matin de janvier. Ma mère était morte depuis plusieurs jours. Donc ça pose direct le ton du roman. En fait, c'est l'histoire de sa famille, en fait, qui est marquée par plusieurs drames, plusieurs morts. Et l'histoire commence quand elle trouve sa mère qui s'est suicidée quelques jours avant. C'est vraiment un début coup de poing, là. Yes. Léa? Alors moi, j'avais rien noté dans le document. Mais il y a plein d'incipits que j'adore. Un des plus connus, alors attendez, j'ai du haut de ma tête, là, j'ai du mal à le retrouver, mais c'est toutes les familles, je crois que c'est l'incipit d'Anna Karénine. Toutes les familles heureuses le sont de la même façon, et celles qui sont malheureuses le sont à leur façon. Déjà, on me dit ça, tu te dis, ok, on va me raconter l'histoire d'une famille malheureuse, et je trouve que ça fait écho à un truc hyper intéressant qu'on dit tout le temps, c'est les gens heureux n'ont pas d'histoire, en fait. Et c'est un peu ce truc de on va vous raconter quelque chose, en fait, il y a un peu ce truc tacite de si on vous raconte une histoire, c'est forcément que les personnages qui l'ont traversée ont vécu des trucs difficiles, des hardships, des moments des choses qu'ils ont dû surmonter. Et il y a un peu ce truc tacite de si on raconte des histoires, c'est pour ça. En fait, ça va être un truc très cathartique qui va vous aider à vous-même peut-être surmonter des choses ou qui va vous donner des leçons de vie, etc. Et je trouve qu'il est très fort, cet incipit, et il est très connu pour ça. C'est que, oui, effectivement, les personnages pour qui tout va bien n'ont pas d'histoire. Forcément, on va vous parler de gens qui sont malheureux et qui vont traverser des choses, quoi. Et c'est intéressant. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a mis une capture d'écran d'un truc dans le doc qui m'a fait avoir un petit fou rire. C'est quoi?
C'est moi. Clémentine Beauvais, non? Ouais, c'est ça, j'ai choisi le début des petites reines de Clémentine. Ah oui. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment trop drôle. Donc, c'est les 2 premières phrases. Ça y est, les résultats sont tombés sur Facebook. Je suis boudin de bronze. Perplexité. Après 2 ans à être élu boudin d'or, moi qui me croyais indéboulonnable, j'avais tort. C'est extraordinaire. Bah, déjà, évidemment, on a le ton humoristique. Ouais. On Elle est a, très forte pour les débuts, Clémentine. et on a aussi le caractère de l'héroïne, enfin de la narratrice d'un coup. Parce que je suis Ouais. boudin de bronze, on pourrait dire, elle est effondrée, non, elle est juste perplexe, elle pense être Et en plus, elle fait une rime. En Boudin plus. d'or, j'avais tort. Et ouais, enfin voilà, il y a déjà plein de choses dans ce début. Qu'est-ce que c'est que ce boudin de bronze, ce boudin d'or? On se doute bien que c'est pas hyper positif. Du coup, la fille a quand même beaucoup d'autodérision. Voilà, ça pose déjà pas mal de thèmes. T'avais mis des phrases aussi, Laure? Ouais, bah en fait j'ai pris en vrai j'ai pris 3 bouquins que j'aime bien et dont je me souvenais pas spécifiquement du début pour voir en gros comment est-ce qu'ils commençaient. Et en fait les 3 me plaisent beaucoup aussi au début. Donc j'en ai un, c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génie abominable. C'est le parfum. Oui, c'est son histoire qu'il s'agit de raconter ici. Voilà, je suis forte pour reconnaître les incupites. Voilà, bravo. Bien Donc, joué. le parfum de Patrick Suskind. Patrick Suskind. Voilà. Après, j'en ai pris un qui a été un de mes romans, sinon mon roman préféré pendant longtemps, qui est J'ai 16 ans, je suis née avec le siècle. Et j'ai tellement envie d'en lire plus, mais en fait, il faut que je m'arrête là. Mais en gros, c'est des chapitres très courts. Et ce premier chapitre, donc c'est un jeune homme de 16 ans qui parle et qui dit je suis né avec le siècle. Donc il est né en 1900. Il a 16 ans, on est en 1916. C'est la guerre et il est trop jeune pour faire la guerre. Et donc il sait qu'il y a la guerre partout, mais lui, il est complètement. C'est pas le rouge et le noir que c'est ce roman? Non, pas du tout. Ah. C'est un roman contemporain, c'est En l'absence des hommes de Philippe Besson. Ah ok. Et en fait, ça va être une histoire d'amour entre ce jeune homme de 16 ans et un voisin qui lui est assez... il est bourgeois, je ne sais pas s'il est aristocrate, bourgeois, je ne sais plus. Et il y a dans son immeuble un garçon qui est un petit peu plus âgé, qui lui est à la guerre et qui est en permission, et c'est une histoire d'amour entre les deux. Voilà. Et c'est... Je pense que c'est un petit clin d'œil aussi, ce début. Je trouve le début, c'est aussi des moments où on peut faire des petites références littéraires à d'autres œuvres pour se positionner aussi. Ça me fait beaucoup penser à Ce siècle avait 2 ans, qui est un poème de Victor Hugo. Oui, et oui, mais c'est ce que je me disais, mais c'est Victor Hugo. Il est partout. Il est de retour. Il est de retour. Et après, petit changement d'ambiance. Là, c'est pareil, j'ai tellement envie de vous lire le chapitre en entier, mais voilà. Mais tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Il laisse tomber ces quelques mots comme ça, sans plus d'ornement, sans même me regarder, appliquer à se servir un verre de vin rouge qu'il vide dans la foulée. Le détachement, l'absence totale de solennité qu'il imprime à cette phrase empêche toute négociation. Et c'est quel livre? C'est quoi? C'est le discours de Fabrice Carros que j'ai trouvé. Ah oui, j'ai toujours pas lu. Voilà. Adapté en pièces et en film. Enfin, je crois en pièces, en film, c'est sûr. Je ne sais pas s'ils ont fait une pièce de théâtre ou pas, en fait. J'ai envie de dire que oui, mais sans certitude. Ça fait possible. Et moi, une phrase très connue de la littérature qui est plus ancienne, donc on est début 19e siècle, et ça montre aussi les autres types de débuts qu'il y a pu avoir. C'est une vérité universellement reconnue qu'un homme célibataire possédant une bonne fortune doit nécessairement avoir besoin d'une épouse. Jane. C'est marrant, j'ai hésité entre celle-là et Anna Karenine, donc c'est cool que tu la fasses. Il est incroyable ce incipit. J'ai l'impression qu'on avait aussi plus tendance à poser des grandes déclarations comme ça aussi en début de roman pour exprimer justement le thème, contrairement à ce que j'ai dit juste avant. Mais là, je trouve qu'il l'a exprimé de manière ironique, puisque elle va un peu déboulonner ça tout au long du roman.
Et on a déjà l'homme célibataire, trouver une épouse, bonne fortune. Parfait. On a déjà tout ce qu'il faut pour poser les thèmes du roman. Bon, écoutez, on a fait un bon petit tour de comment écrire un bon début, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire et que toute la difficulté, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles absolues. Ça se fait aussi beaucoup à l'intuition, à l'oreille, avec des tests, des essais. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, chers auditeurs, pour vos récits. Est-ce qu'on donne un mot à nos auditeurs à mettre en commentaire pour nous dire qu'ils ont écouté jusqu'au bout? Un creuset, nous dit Laetitia. C'est pas facile de trouver un emoji creusé. Un emoji diamant, un emoji or. Ouais. Ouais. Un emoji paillettes. Voilà. Tout ce qui brille. En tout cas, merci les filles pour cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et donc, on se retrouve pour parler cette fois de la fin des romans dans notre prochaine réunion du club où on discute d'écriture sans filtre. Salut! Salut!